Voilà, ici je vais faire une petite vidéo qui est non moins important, c'est très important, et qui peut se relier à plusieurs domaines. Bon, de nombreux domaines sont reliés, et d'ailleurs, j'aurais du mal à placer cette vidéo-là dans une playlist, tellement elle peut se positionner dans plusieurs playlists. En fait, c'est ce qu'il s'agit des états d'équilibre. Des états ou de l'état d'équilibre d'un corps. J'en ai parlé quand j'ai vu les parois donc adiabatique et diathermane, donc vous pouvez consulter la vidéo, j'en parle fameusement, et donc je vais me répéter dans un premier abord dans certaines choses que j'ai déjà dit auparavant, donc je vais ramener les éléments essentiels que j'avais déjà parcouru à ce moment-là, dans cette vidéo-là, que je vais les ramener, je vais ramener ces éléments-là, ici. De nouveau, pour les répéter et pour en parler, pour les améliorer certaines situations et vous montrer que un état d'équilibre, bon, ça se discute et ça peut se ramener à plusieurs domaines, au point où je viens de vous dire à l'instant que j'aurais du mal à positionner, placer cette vidéo aussi dans une playlist bien définie. Tellement elle pourra rentrer dans de nombreuses playlists, dont je pourrais la mettre par exemple dans les équilibres chimiques. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, hein, je vais le placer dans les équilibres chimiques. Je vais le placer dans la thermodynamique, dans la calorimétrie et pour intervenir dans de nombreux domaines. Bon, mais en tout cas, je la positionnerai, enfin, je la placerai, cette vidéo-là, dans au moins 3 voire 4 playlists. Je verrai à ce moment-là dans quelle playlist que je pourrais les placer. Étant donné que l'état d'équilibre n'est pas propre à, je veux dire, un domaine bien précis, il peut se retrouver dans plusieurs domaines. Maintenant, je peux le concentrer dans 2 gros domaines. C'est-à-dire que je peux, ou je dirais, voire même 3, l'état d'équilibre thermodynamique. Mais dans la thermodynamique, vous comprendrez que j'ai soit bon, des éléments de physique ou de chimie. Donc, ce qui veut dire que je peux placer grossièrement l'état d'équilibre au niveau voilà, de la physique. À ce moment-là, je parlerai d'état d'équilibre physique, tout comme je peux avoir un équilibre chimique. Et là, bon, là, l'équilibre physique n'est pas un équilibre chimique. Hein. Attention, chacun va, voilà, c'est pas parce qu'on a un équilibre physique qu'on a un équilibre chimique. C'est pas parce qu'on a un équilibre chimique qu'on a un équilibre physique. Attention à ça. Attention à ça. Donc, je dirais ici que attention voilà, à ne pas faire d'amalgame entre un équilibre physique et chimique. Quand on dit équilibre physico-chimique, je suis d'accord, bon, au niveau de la terminologie, bon, ça rassemble à un équilibre aussi bien physique qu'un équilibre chimique, mais c'est pas parce que j'ai l'équilibre physique que j'ai un équilibre chimique, et c'est pas parce que j'ai un équilibre chimique que j'ai un équilibre physique. Donc, soyez attentifs à ça. Quand on dit équilibre physico-chimique, oui, d'accord, bon, c'est un mot qui s'utilise et qui veut dire tout et n'importe quoi, équilibre physico-chimique, mais attention, équilibre physico-chimique ne veut pas dire parce qu'on a ne veut pas dire équilibre physique et chimique en même temps. Attention à ça. Alors, ceci étant dit, je vais définir donc les états d'équilibre, chose que j'ai déjà parcouru dans la vidéo concernant, j'avais besoin d'exploiter les états d'équilibre pour expliquer bon, les parois diathermanes et adiabatiques. Donc j'en ai parlé, je vais aller rechercher ces éléments, mais cette fois-ci, bon, les parois diathermanes et adiabatiques, j'aurais pu le mettre dans une playlist, enfin je l'ai mis dans la playlist calorimétrique, mais j'aurais pu le mettre dans une playlist thermodynamique, chose que je n'ai pas fait. D'ailleurs, je devrais rajouter thermodynamique, je le ferai après. Je le rajouterai dans une playlist thermodynamique parce qu'elle va aussi bien dans une théorie de thermodynamique que dans une théorie de calorimétrie. Bon, ceci étant dit, je vais voir les équilibres de façon généralisée en parlant des équilibres aussi bien physique que chimique. Donc, quelque part, mais c'est pas, je vous rappelle encore une fois, c'est pas parce que je parlais des équilibres d'un point de vue physique ou d'un point de vue chimique que forcément on a un équilibre physique et chimique en même temps. Bien qu'on parle d'équilibre physico-chimique, bon, je vous dis, c'est un mot passe-partout, équilibre physico-chimique, mais bon, un équilibre physico-chimique, c'est pas parce qu'on parle d'équilibre physico-chimique qu'on aura des équilibres physiques et chimiques en même temps. Attention à ça. Alors, quand on dit
les équilibres physico-chimiques, généralement, c'est pour sous-entendre, on peut avoir un équilibre physique ou chimique, hein. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a un des deux qui est en équilibre, soit la partie chimique ou la partie physique, mais on peut avoir aussi les deux, hein. On peut avoir les équilibres, en même temps l'équilibre physique et chimique, pourquoi pas. Je n'ai pas dit que c'est pas possible d'avoir un équilibre physique et chimique en même temps. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que quand on entend la terminologie équilibre physico-chimique, c'est qu'on a un équilibre soit physique, soit chimique, mais c'est pas parce qu'on a un équilibre physique qu'on a forcément un équilibre chimique. Par contre, on peut avoir un équilibre physique et chimique en même temps. Pourquoi pas? On peut avoir ça. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vous rappelle que quand la notion d'équilibre fait intervenir la notion de système, d'office. Bon, quand on parle d'un équilibre, c'est l'équilibre de quoi? C'est un système qui est en équilibre. C'est un système qui est en équilibre. Donc il faut définir la notion, il faut voilà, que je mette en place l'existence d'un système observable. Un système observable pour lequel je vais déduire voilà, des relations du système. C'est-à-dire que quelque part, et cette fois-ci, je n'ai plus peur d'en parler, parce que généralement on parle de variables, oui, je suis d'accord. On peut parler de constantes, oui, il n'y a pas de problème. On peut parler de facteurs, oui, il n'y a pas de problème. On peut parler comment est-ce qu'on appelle ça, de facteurs qui vont évoluer, des variables qui vont évoluer, des constantes qui n'évoluent pas, des facteurs qui vont évoluer. Mais la meilleure terminologie, je peux vous le dire, parce que je l'ai utilisé déjà à plusieurs reprises, mais bon, cette fois-ci, je vais l'utiliser, c'est ce qu'on appelle le paramètre. Ce sont les paramètres. Alors, pourquoi? Et ici, la notion de paramètre va être, je vais dire, complètement, je vais dire, essentielle. La notion de paramètre est essentielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paramètre en général? C'est un élément, enfin, c'est une grandeur qui peut, à un moment donné, être variable et à d'autres moments constante. Et justement, c'est ce qui va se passer. Le paramètre, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va considérer qu'on a une grandeur qui est variable à tout moment. Et donc, qui dit élément variable, dit bien sûr système qui évolue. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un système qui évolue? C'est parce qu'en fait, les variables qui sont présentes dans le système ont évolué. Donc, on va dire que le système va subir une transformation. On n'est plus dans le système de départ. On est dans un autre système où voilà, on a des grandeurs qui ont évolué. Et donc, on est passé de certaines variables d'un ensemble de groupes de variables. Hein, on a un ensemble de groupes de variables. Elles ne vont pas forcément toutes évoluer. Bon, et certains vont rester constantes. Elles ne sont pas obligées de toutes évoluer. On va avoir un groupe de variables. Voilà, il peut en avoir une, deux. Enfin, quand je dis une, il n'y a pas une. Parce que si c'est une variable, c'est une variable indépendante. Donc, ça veut dire que s'il y a déjà une variable indépendante, c'est qu'il y a une variable dépendante. Donc, il y en a au moins deux. Voilà, parce que quand on dit variable, il y a généralement des relations de quelque chose à quelque chose. Relation de quelque chose. Donc, on dit variable indépendante, oui. On peut avoir une fonction y qui est une fonction à une variable, hein, pour avoir f de x, une fonction est variable. Je peux avoir z qui est une fonction à deux variables, voilà, et x et y. Voilà, je peux avoir une fonction t qui est une fonction à x. Voilà, je vais mettre une virgule. Hein. Bon, comme j'ai commencé avec des virgules, je vais mettre des virgules. Y, voilà, z. Voilà, et voilà. On peut mettre une fonction u qui est une fonction à voilà, x, virgule, y, virgule, z, virgule, voilà, et t, par exemple. Voilà. Donc ici, le premier y est fonction de x, c'est une fonction à deux variables, une variable indépendante et une variable dépendante. Z égale à f de x, y, j'ai deux variables indépendantes. Et z est une variable dépendante de x et de y. Donc j'en ai trois. Quand j'ai t égale f de x, y, z, j'ai quatre variables, trois indépendantes, une indépendante. Quand j'ai x, y, z, t, j'ai quatre variables indépendantes, et le u est une variable dépendante de ces quatre variables, donc on a cinq variables. Donc dans tous les cas de figure, on a au moins deux variables.
une variable indépendante et une variable dépendante, au moins deux. Voilà. Bon, maintenant, on peut avoir des constantes, hein. Bon, on peut avoir des, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, des valeurs qui vont dans le système ne pas évoluer, ce qu'on appelle des invariants. On peut avoir, voilà, on peut avoir des invariants. Des invariants au système. Tout n'évolue pas. Hein. Il y a quelque chose qui a disparu ici. Je vais réécrire y égale 2x. Voilà. Et bon, dans un système, c'est pas ce qui manque comme variable. Hein. Vous avez toutes les variables possibles et imaginables qu'on retrouve en physique. Hein. Voilà, toutes les grandeurs physiques que l'on retrouve, toutes les grandeurs qu'on retrouve en physique, bon, ben, vous ne pouvez pas avoir. On peut avoir des grandeurs électroniques, hein, des grandeurs électriques, des grandeurs de ce que vous voulez. Voilà, et le système va évoluer. Voilà, c'est généralisé ce que je veux dire. Là, cette étape de fait ici du système qui se trouve à une situation initiale va évoluer vers une situation finale. Et, et de ce fait, ben, de son évolution, le système va évoluer dans le sens où les variables vont évoluer elles-mêmes, parce qu'en fait c'est justement ça l'évolution d'un système. Un système évolue parce que les grandeurs qui la constituent, au moins une ou plusieurs, évoluent. Et je dirais même à partir de deux, parce que je veux dire que s'il y en a une qui évolue, c'est qu'elle est probablement et fortement liée à une variable dépendante. Ce qui veut dire qu'il y a au moins minimum deux variables qui vont bouger. Si je prends la calorimétrie, ben, la masse est delta Q est égal delta Q. La variation de chaleur, delta Q est égale à M qui est un invariant, la masse ne va pas bouger. Donc on sait bien que delta Q, la variation de chaleur est proportionnelle à la masse et à la variation de température. Bon, ce coefficient de proportionnalité dépend de la substance qu'on appelle le CS, qui est la chaleur spécifique, chaleur massique du corps, fois bien sûr la variation de température qui est delta T. Bon, alors le CS est un invariant, bien sûr, dans une zone de température, on pourrait calculer sa variation au travers d'un calcul intégral, mais bon, c'est dans une zone. Dans une zone, elle est considérée comme constante dans une certaine zone. Donc le CS est un invariant dans un premier abord. La masse est un invariant, bon, donc ici, dans le système calorimétrique, vous faites varier la température, ben, on aura une variation de chaleur. Et inversement, si vous faites apporter un apport de chaleur, ben, on a une variation de température. Voilà, ce qui veut dire qu'ici, le delta Q ici est directement proportionnel, CS étant constant, ben, bien sûr dans une zone de température, hein, voilà. La masse est un invariant, ben, je peux dire que c'est voilà, K fois delta T. Donc le delta T est proportionnel, le delta Q est proportionnel à delta T. Donc si je fais varier le delta Q varie. Ce qui veut dire que ici j'ai une variable indépendante qui est ici dans ce cas-ci c'est le delta T. Il y en a une variation de température qui va engendrer une variation de chaleur. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai minimum deux variables. La variable indépendante qui est le delta T et la variable dépendante qui est delta Q qui est fonction de delta T. Donc j'ai Q qui est fonction de la température. Delta Q est fonction de la variation de température. Bon, quand je dis delta, bien sûr, c'est un Q final, moins un Q initial. Hein. Bon, vous comprendrez que c'est la quantité de chaleur finale moins la quantité de chaleur initiale. En thermodynamique, on fait toujours, je veux dire, la soustraction pour faire le bilan de ce qui se passe en finalité, moins ce qu'on avait au départ. On fait toujours en finalité moins ce qu'il y avait au départ. Bon, c'est Q final moins Q initial. Bon, final, j'aurais dû mettre FIN. Hein. Bon, j'ai mis F. Vous comprendrez que c'est final. Voilà, donc en fait, vous comprendrez qu'un système évolue vers subit une transformation dans le sens où il y a des variables qui vont changer. Et donc, fatalement, qui dit variables changeantes, dit courbes changeantes. Hein. On aura des courbes. Hein. On aura des courbes qui vont s'adapter, puisqu'en fait, si on a des relations
qui existent. On a soit des exponentielles, soit des relations linéaires, exponentielles, de tous ordres. Hein. On peut avoir de tous ordres. Tous ordres. Voilà, on peut avoir des relations de tout ordre. Hyperbolique, exponentielle, linéaire, peu importe, la loi qui se cache, de type sinusoïdal, peu importe, on s'en fout. Voilà, on peut avoir tout, bien sûr, quelque part, qu'est-ce que c'est, ça se comprend ce que c'est en fait. Hein. Ça veut dire qu'un système répond. Vous avez une réponse, voilà, là, ça veut dire que vous introduisez des paramètres et vous avez une sortie, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que vous avez une réponse directe par des paramètres d'entrée qui vont vous donner voilà, une réponse en fonction des paramètres d'entrée. Donc les signaux d'entrée vont faire en sorte que le système va évoluer pour avoir des signaux de sortie. On aura des signaux de sortie en fonction des signaux d'entrée. Donc je rends des paramètres d'entrée, ben, j'ai des paramètres de sortie. J'ai des paramètres de sortie. Et heureusement qu'on a des paramètres de sortie parce que ça prouve que le système a évolué. Ça veut dire que je n'ai plus le même système. Bon, si le système a évolué, que ce soit au niveau temporel, si je prends, parce que quand je dis temporel, ben, il y a toujours le facteur temporel. Et maintenant, si je mets le facteur temporalité, quand on cherche la chaleur, ben, je peux mettre le facteur temporel en jeu, comme je ne suis pas obligé de le mettre en jeu. Hein, je peux faire des calculs de bilan énergétique sans mettre le temporel en jeu. Sans mettre le temporel en jeu. Par contre, je pourrais mettre, d'ailleurs, je ferai une vidéo qui met en jeu la temporalité de la chaleur, de la variation de température en fonction de la chaleur, en fonction de temporalité. Donc je vais faire intervenir le temps. Là, ici, pour l'instant, moi, delta Q égale K delta T, j'ai pas de facteur de temporalité. Le T que vous avez là, c'est juste la température. C'est vrai que le petit T, normalement, c'est le temps. Mais ici, j'ai pris petit T égale température. Température en degrés Celsius, parce que je suis en thermodynamique physique ici, pas en Kelvin. Sinon, j'aurais mis grand T, delta grand T. Voilà, ceci étant dit, ça veut dire que l'état d'équilibre, un système évolue si au moins deux, parce que quand je dis deux grandeurs qui vont varier, quand je dis deux, ben c'est parce qu'en fait, on n'aura pas qu'une variable. Une variable ne varie pas toute seule. Il y a toujours des relations par rapport à une autre variable, donc on aura variable dépendante et indépendante. On aura minimum deux variables qui vont dépendre, qui vont varier. Maintenant, on peut avoir un système multivarié. Hein. Ah ouais, vous pouvez avoir un système multivarié. Ici, bon, et c'est le cas quand on fait des études d'électronique. Vous avez des systèmes multivariables. Des systèmes multivariables. Voilà, alors à ce moment, quand on a des systèmes multivariables, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres d'entrée, à ce moment, on joue avec des matrices, des systèmes matriciels. C'est les systèmes matriciels qui vont faire en sorte qu'on a des systèmes, voilà. Et alors, on peut étudier ce qu'on veut, la gouvernabilité d'un système, comment évolue le système, s'il est gouvernable ou pas. S'il est gouvernable ou pas. Donc, en fait, voilà, on peut avoir une multitude de paramètres d'entrée qui fassent en sorte qu'on a une grandeur de sortie, voilà, en fonction des paramètres d'entrée. Et donc, on peut mettre un système d'ampli opérationnel, et étudier la gouvernabilité du système. Donc, vous voyez que le système n'est pas propre, je veux dire, à la thermodynamique. La notion de système est une notion très vaste qui peut rallier tous les domaines possibles et imaginables de la science. Tout ce qui est approprié au monde de la scientifique peut être approché par une notion de ce qu'on appelle les systèmes et donc intégrer bien sûr des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie pour lesquels il y a des relations mathématiques où on a des sinusoïdes, des cosinusoïdes, tout ce que vous voulez, hein, des hyperboles, des cosinus hyperboliques, tout ce que vous voulez comme type de fonction mathématique qui existant. Bon, si elle n'existe pas, si on ne les retrouve pas en mathématiques, mais vous créez un modèle mathématique. Hein, voilà, on peut avoir un modèle mathématique par une approche de droite et vous en faites une courbe toutes ces droites. Vous avez tous des segments de droite au travers d'une courbe et vous en faites une courbe. Voilà, tous les segments vont vous donner une courbe. Pourquoi pas? Vous faites un modèle mathématique. Donc tout ça pour vous dire qu'un système, bon, si vous n'avez pas là le modèle qu'on retrouve en mathématiques, qu'est-ce qu'on retrouve en mathématiques, on a les exponentielles, les logarithmes, les temps, la fonction tangente, les fonctions sinusoïdales, sinus, cosinus, tangente, séquente, coséquente, et tralala, tralala, les fonctions hyperboliques, hein, cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique, cosinus hyperbolique,
voilà, qui sont des exponentielles entre guillemets. C'est pas parce que je dis cosinus hyperbolique que c'est une fonction goniométrique ou trigonométrique. Non, ce sont des fonctions de type exponentiel. Hein, les cosinus hyperboliques, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique. Voilà, il y a ces exponentielles qui se cachent derrière ça. Donc on peut avoir toute une panoplie, voilà, de fonctions. Hein. Voilà, en fonction du premier ordre, l'ordre 0, ordre 1, ordre 2, vous faites de la cinétique chimique, vous avez de l'ordre 0, l'ordre 1, l'ordre 2. Bon, maintenant, l'ordre 3, c'est plus difficile à étudier, parce que bon, enfin, plus l'ordre est important, plus ça se complexifie. Vous avez étudié des systèmes électroniques, vous avez des ordres 0, 1, 2, 3, tout ce que vous voulez. Bon, mais généralement, on étudie le second ordre, premier ordre et second ordre. Hein. Voilà, et donc, voilà, tout ça c'est pour vous dire que la notion de système n'est pas appropriée, je veux dire, à la thermodynamique ou autre. La notion de système est une notion, je veux dire, une approche qui est la plus, on va dire, la plus systémique possible pour étudier, pour observer un système et pour l'étudier et pour en tirer, je veux dire, les meilleures choses que l'on veut de l'observation, au travers, bien sûr, des notions mathématiques qui s'y cachent. Bon. Ceci étant dit, bon, je me suis un petit peu éloigné en vous disant que la notion de système était un peu, je veux dire, un passe-partout. C'était un passe-partout à tout domaine, quel qu'il soit, pour étudier ce qu'on veut. Maintenant, dans un système, qui dit système dit milieu extérieur, mais qui dit système peut dire aussi sous-système. Hein. C'est pas parce que j'ai un système qu'on n'aurait pas de sous-système. C'est pas parce que j'ai un système que je peux pas décomposer en sous-système. Un système est là, pourquoi? Pour aider voilà, l'utilisateur du système pour découvrir les relations. Mais maintenant, si dans mon abstraction, je fais en sorte que je subdivise mon système en sous-système pour avoir la meilleure aide possible pour étudier mon système en globalité, mais rien ne m'empêche de subdiviser en sous-groupes de systèmes, en sous-systèmes. Pourquoi pas? Rien ne m'empêche, tout est ouvert, la science est ouverte à tout, pour du moment que vous trouvez les relations en finalité, eh bien, l'abstraction, je veux dire, est là pour vous aider au mieux pour justement découvrir ce que peut cacher un système, et ce qui lie les variables dans le système, et ce qui peut être sorti de meilleur dans la nature du système et de sa composition et de son fonctionnement. Voilà. Quand vous avez compris le fonctionnement, la nature du système, son fonctionnement, et voilà, au travers de ces paramètres, vous avez un système qui est connu et archi connu. Bon, ceci étant dit, je vous rappelle que la calorimétrie delta Q est égale à K delta T est archi connu. Bon, ça date depuis des époques 1700, ça date de très longtemps quand même. Donc, les systèmes calorimétriques, au travers de la relation fondamentale de la calorimétrie, bon, c'est quelque chose d'archi connu, d'archi connu, bon, qu'on utilise voilà, beaucoup pour faire des bilans voilà, calorifiques. Et je vous rappelle quand on est en 2020, les lois de calorimétrie ont été trouvées dans les études ont commencé voilà, début de 1700. Les vraies études, bon, ont commencé dans les époques de 1700. Et même maintenant, en 2020, on utilise encore voilà, la calorimétrie. Hein. Quand vous isolez les habitations, voilà, c'est de la calorimétrie. Voilà, on demande de ne pas avoir des ponts thermiques, on demande d'isoler les habitations, on demande d'utiliser les meilleurs matériaux possibles pour, je veux dire, isoler au maximum. Donc vous voyez que la calorimétrie, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque à notre époque 2020, alors que c'est une science qui a été découverte en 1700. Donc c'est pas parce que c'est quelque chose qui est très ancien que fatalement ça doit faire rire et bon, voir ça de haut en disant bon, c'est de l'ancienne science, bon, c'est utilisé par par des gens qui voient des trucs historiques qui sont dépassés. Non, loin de là. La calorimétrie est très loin d'être dépassée. Bon, c'est quelque chose, je veux dire, bon, qu'on peut utiliser, je veux dire, tous les jours. Tous les jours. La notion de chaud et de froid, bon, ne fait-ce que la météo, quand vous regardez la météo, c'est une notion de chaud et de froid. Bon, va-t-il faire froid, va-t-il faire chaud, est-ce que je peux sortir demain? C'est une question de tous les jours. Vous allez mettre votre doigt là où vous allez vous brûler, l'eau chaude,
vous mettez trop d'eau chaude, vous allez vous brûler, bah, c'est de la calorimétrie. Hein. Bon, voilà, quelque part, vous avez mis trop d'eau chaude, voilà, vous faites un mélange, le mélange, voilà, au niveau chaleur, voilà, au niveau chaleur, vous n'avez pas respecté voilà, les conditions de chaleur, ben, vous n'avez pas le mélange qu'il faut, voilà, etc., etc. Bon, c'est que vous faites un aliment, si vous ne chauffez pas correctement, ben, vous allez le brûler, vous allez avoir des goûts qui ne sont pas aidants, qui ne sont pas, voilà. Et je parle du chaud, mais on peut parler du froid, parce que bon, la calorimétrie, c'est pas forcément l'étude du chaud, c'est l'étude de la chaleur. Donc on peut avoir aussi chaleur qui dit chaleur. Mais c'est vrai que le chaud, c'est de la chaleur positive. On peut considérer le froid comme étant une chaleur, voilà, négative. Hein. Enfin, je sais pas, on peut se dire que l'étude de la calorimétrie étudie aussi le froid. Elle étudie le froid. Elle étudie le chaud comme elle étudie le froid. Voilà. Ceci étant dit, bon, le froid, vous l'avez tous les jours. Vous ouvrez un frigo, ben, vous êtes en plein nez sur de la calorimétrie. Hein. Voilà. Vous faites chauffer voilà, un pain, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire chauffer au micro-ondes, un petit repas du midi, par exemple, ou une midi, une heure, peu importe quelle heure que vous mangez, vous allez chauffer au micro-ondes un petit repas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes en plein front en ouvrant comment est-ce qu'on appelle ça, le four à micro-ondes, en plein dans la calorimétrie, hein, c'est une histoire de chaleur. Hein. Donc, dès le moment où vous mettez votre voiture en route, ben, c'est un moteur thermodynamique. Hein. Soit à essence, soit à diesel, mais en tout cas, bon, vous avez un travail mécanique avec, je veux dire, de la chaleur qui va sortir du moteur. Hein. Vous êtes en plein dans la calorimétrie. Tout système qui sera en marche provoquera, je veux dire, de la chaleur, que ce soit composants électroniques, tramway, bateau, avion, tout ce que vous voulez. C'est des sources calorifiques qui sont dégagées continuellement tous les jours. Hein. Vous allez aller courir, c'est une histoire de calorimétrie, parce que vous allez dégager de la chaleur, parce que voilà, vous allez transpirer. Et voilà. Donc la calorimétrie, c'est pas une science voilà, voilà, d'une ancienne science qui est à mettre voilà, dans la, comment est-ce qu'on appelle ça, dans dans les oubliettes, loin de là. C'est pas parce qu'on a l'air de l'informatique que la calorimétrie n'est plus du bon usage, parce que la calorimétrie, vous êtes en plein dedans continuellement du matin au soir. Si vous allez dormir, vous êtes dans votre lit qui fait froid, ben, c'est une histoire de chaleur. Voilà. Si vous êtes dans votre voiture, vous avez froid et vous attrapez un coup de froid, ben, vous allez mettre de la chaleur. Voilà. Vous êtes continuellement brassé par voilà, une énergie thermique qui est là. Si demain vous n'avez plus de soleil, ben, voilà, vous allez avoir un froid polaire ici, il n'y a plus de monde. Hein. Même avec, vous avez beau avoir les meilleurs ordinateurs du monde, les gens ils vont mourir sur Terre. Donc ce qui veut dire que les notions de calorimétrie sont des notions fondamentales que vous retrouvez quasiment quotidiennement, au jour le jour. Et ça, quel que soit le type d'individu, il est en contact, sans le vouloir, avec le monde extérieur et donc avec la chaleur qui l'entoure. Et lui-même produit de la chaleur. Voilà. Et son corps intérieur produit de la chaleur aussi. Voilà. Il a de la chaleur, voilà, il peut produire de l'extérieur qui s'évacue. Voilà. Et en même temps, il évacue les toxines s'il transpire, tant mieux. Mais je veux dire, bon, c'est pas voilà, la calorimétrie est très loin d'être quelque chose d'anodin, loin de là. Moi je dis que quelqu'un qui fait de la physique, bon, il est obligé de passer par voilà, ce savoir qu'est le monde de la calorimétrie, parce que s'il n'a pas étudié la calorimétrie, il n'a pas fait de physique. Quelqu'un qui étudie qui fait la physique sans étudier la calorimétrie, je peux vous dire qu'il n'a pas fait de physique. Il n'a pas fait de physique. Voilà. Ceci étant dit, bon, mon point de vue ici, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un état d'équilibre. Bon, l'état d'équilibre, référence à la notion de système. Et la notion de système est une notion très vaste. Bon, alors moi, ce que je parle ici, pour éviter l'étendue de ce que pourrait procurer, je veux dire, la notion de système, je vais me restreindre à des systèmes physico-chimiques. Voilà, pour éviter, voilà, cette notion de concept. Bon, si vous étudiez un système, en fonction du domaine où vous allez être, le système sera défini et vous saurez ce qu'il y a dans le système en fonction des domaines où vous serez. Vous ferez de la mécanique, mais le système, ça peut être beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, moi, je vais faire un petit peu voilà, de mécanique et je vais vous montrer différents types de systèmes qui est composé de différentes, voilà, de différents éléments, parce que un système n'est pas l'autre. Hein. Il ne peut pas avoir une multitude de systèmes. En électronique, je vous montrerai quelques systèmes. Voilà, un circuit RC, un circuit RL est un système. Voilà. Si je prends voilà, un condensateur, un ampli opérationnel, je veux dire, qui va faire un petit calcul,
Mais voilà, un additionnaire, hein, par ampli opérationnel, ben, ce sera le système. L'ampli opérationnel de type additionnaire, voilà, voilà, ce sera le système. Bon, le système, voilà, peut-être tout et n'importe quoi dans le système, c'est ce qu'on va étudier. Maintenant, comme je vous ai dit maintenant, à l'instant, même, je vous ai dit que je vais restreindre ma notion de système à des concepts physiques et chimiques. Voilà, donc je vais restreindre maintenant pour éviter d'avoir une étendue généralisée de cette notion de système. Je vais appliquer la notion de système à, je veux dire, des notions physico-chimiques. Et donc définir l'état d'équilibre dans le cadre d'un domaine physico-chimique. Alors, pour ça, je vous ai dit qu'un système évolue. Un système évolue par... voilà, il évolue pour autant qu'une des variables change. Bon, je dirais même deux, parce que je veux dire, encore une fois, je me répète, quand il y en a une qui varie, ben, il y a probablement une qui est reliée à cette variable qui a varié. Donc en fait, on a une variable dépendante et indépendante. Donc on a au moins deux. Au moins deux qui vont varier. Bon, maintenant, si on a 10 ou 15 qui varient, ben, voilà, il y en a 10 ou 15. Voilà, mais elles ne sont pas tous variables, il peut y avoir des constantes, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle un système qui évolue. Donc on va passer d'un système initial à un système final. Voilà. Et alors moi, je vous ai dit au départ en commençant, je veux dire, la vidéo, que je ne considère plus de parler en tant que variable constante, mais plutôt en tant que paramètre, parce qu'un paramètre est le meilleur, voilà, la meilleure façon de voir les choses pour parler en tant que variable d'état d'équilibre. Parce que justement, enfin, de variable, je m'excuse, hein, j'ai dit une bêtise, les paramètres sont la meilleure vue d'esprit pour parler en tant qu'un système qui va évoluer, un système évolutif. Évoluer, quand je dis évolutif, c'est qui va évoluer d'un système initial, d'un système d'abord d'un état initial à un état final, ou d'un système initial à un système final. Les paramètres sont la meilleure façon de voir les choses. Parce que le paramètre, à un moment donné, il est variable, à un moment donné, il est constant. Et justement, quand est-ce qu'il est constant? Ben, si tous les paramètres sont constants, ben, ça veut dire que le système est à l'état d'équilibre. Si tous les paramètres sont constants, alors qu'ils peuvent être variables, hein. Il était variable quand le système a varié d'un état 1 à un état 2, mais ils sont constants. Ben, si il s'avère que plus aucun des paramètres, que tout est constant, ben, on peut dire que le système est à l'état d'équilibre, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution d'un système, d'un état à un autre. Il n'y a pas d'évolution. Donc à ce moment-là, le système est à l'état d'équilibre. Bon, alors pour ça, je vais vous prendre des cas de figure que je vous ai déjà cités auparavant. Donc je me situe dans un système physico-chimique. Hein. Donc bon, on parlera ici d'état d'équilibre, d'un système physico-chimique. Donc je dirais qu'un système est en état d'équilibre s'il ne se produit plus de modifications à l'intérieur du système au cours du temps. Donc ça veut dire que tout est constant, mais partout. Hein. Partout dans le système. Hein. C'est pas une partie du système, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que, voilà, il peut se produire des choses quand il y a une partie du système qui est variable. Voilà, ne fût-ce qu'au niveau température, s'il y a deux zones du système qui sont à des températures différentes, ben, on peut avoir une convection. Hein. On peut avoir une convection. Donc transport de chaleur d'un endroit à l'autre. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est partout. Aussi bien au niveau des abords des parois, aussi bien au sein d'un fluide, au sein d'un solide. Voilà. Je rappelle que le fluide, c'est un gaz ou un liquide. Voilà. Donc, le système, il n'y a plus rien qui évolue. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de système physico-chimique, oui, mais je vais revenir un petit peu à la mécanique quand même, malgré tout, parce que bon, voilà, quand est-ce qu'un système mécanique est en équilibre? Mais quand la somme des forces, bon, on sait bien que vous connaissez très bien la loi de la dynamique, je vais faire avec ceci, voilà, on a un système, la dynamique, supposons qu'il y a toute une panoplie de forces, peu importe la nature des forces qui s'appliquent, et on s'en fout de ça, c'est pas de voir, parce qu'il existe toute une panoplie de forces qui peuvent
vont s'appliquer au système. Je peux voilà, les citer, il y en a tellement que bon voilà. Ben, moi je prends un système mécanique, mécanique, voilà, quelconque. Eh bien, on a un équilibre. On n'a pas d'abord, voyons quand on n'a pas d'équilibre. On a un mouvement, soit on a un mouvement, soit on n'a pas de mouvement. Alors quand si la somme des forces appliquées au système bon, de I égale 1, bien sûr FI, jusque K, hein, il y a K force, voilà, il y en a K, c'est une formule de sommation, une formule sommatoire. Là, si on a la loi de la dynamique, somme des forces égale à MA, là on n'a pas d'équilibre, ça, vous le savez très bien, puisque il y a communication la force va communiquer une accélération, ce qui veut dire qu'ici, on est en mouvement. On est en mouvement. Là, on est en mouvement. Alors, soit on est en mouvement, ou soit on n'est pas en mouvement. Il y a deux cas de figure. Ben, ça, c'est comme on est dans un monde où on a souvent un élément et son opposé. L'opposé du mouvement, c'est le non-mouvement. Mais le non-mouvement, c'est l'arrêt. L'arrêt, c'est quoi? Ben, c'est l'absence de mouvement, c'est-à-dire c'est l'équilibre. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. C'est l'arrêt, il n'y a pas de mouvement. Alors quand est-ce qu'on n'a pas de mouvement? Ben, justement, par la loi de la dynamique, il suffit que l'accélération, bien sûr on a une masse de présente, hein. M est différent de 0, hein. Je vous dis tout de suite, M est différent de 0, parce qu'on a un corps présent, donc voilà, on a une force, voilà. Donc ce qui veut dire, si on a l'arrêt, c'est parce que ben, l'accélération est nulle. On n'a pas d'accélération, on n'a pas communiqué d'accélération, donc la force ne communique aucune accélération. Ce qui veut dire que si la force ne communique aucune accélération, ou je dirais l'ensemble des forces, le système de force hein, ne communique aucune accélération, ce qui veut dire que on est le corps étant, le corps n'est pas mobile, le corps est à l'arrêt, le corps est à l'équilibre, le corps est à l'équilibre. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, si somme des forces égale MA, ben, A vaut 0, ça veut dire que voilà, la somme des forces vaut 0. Et là, on a ce qu'on appelle l'équilibre statique. Alors que somme des forces égale MA, on est en plein dans la dynamique. On est en plein dans la dynamique. On est en plein dans le domaine de la dynamique. Mais quand vous faites somme des forces égale 0, là, somme des forces, je rappelle que c'est la résultante. Hein. Ce qu'on appelle la résultante des forces, voilà. Qu'est-ce que c'est que la résultante? Ben, c'est une force qui représente toutes les autres forces. C'est le bilan global de toutes les forces qui est représenté par qu'une seule force. Une seule force représente l'ensemble des forces. C'est ce qu'on appelle la résultante. Donc la résultante est égale à 0, ça veut dire qu'on a affaire à un équilibre statique, bien sûr, de translation. Parce que si vous voulez un équilibre de rotation, ben, il faut qu'on inclure voilà, les moments, l'étude des moments. La somme des moments des forces doit être égale à 0. Et ici, c'est un équilibre de translation, donc ça suffit. Ça suffit. La relation, là, elle suffit à elle-même. Donc on a un équilibre de translation. Voilà. Et pour un équilibre de rotation, il faut un système. Somme des forces égale à 0 et somme des moments des forces égale à 0. Donc ça c'est un équilibre de rotation. Il faut un système d'équations. Donc ce qui veut dire que là, on a bien un équilibre de corps solide, et c'est un équilibre mécanique qui exige que la résultante des forces appliquées au système soit nulle. Bon, ben ça c'est un cas de figure d'équilibre mécanique. Maintenant, je peux avoir un autre cas de figure d'équilibre, non plus solide, mais liquide. Je vous l'avais déjà cité auparavant quand j'avais vu la vidéo sur les parois diathermales et adiabatiques. Ben, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Un équilibre non plus d'un corps solide, mais d'un corps liquide ou gazeux, c'est-à-dire l'équilibre mécanique d'un fluide. Alors, l'équilibre mécanique d'un fluide, ça existe quoi? Mais que la pression en tout endroit, je vais le mettre avec ceci, en tout endroit, hein, on est une homogénéité de l'état d'équilibre.
on est une homogénéité en tout endroit, qu'elle soit près de la paroi ou éloignée de la paroi. Tout corps microscopique, partout, partout, partout. Voilà. Mais c'est difficile à voir. Hein. Je vais vous expliquer comment on fait, comment on va faire. Voilà. Ça existe que, là on parlera plus de force, hein, mais de pression, parce qu'on va faire une pression à l'intérieur qui règne au sein voilà, au sein de, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'enceinte. Mais dans l'enceinte, il y a du fluide. Ça veut dire que la pression du fluide partout, partout dans l'enceinte, quel que soit l'endroit, c'est-à-dire que soit proche, loin, éloigné ou que soit l'endroit où il se trouve, dans l'enceinte, eh bien, il faut que la pression soit la même partout. Elle soit équilibrée, ça veut dire que la pression doit être la même partout et constante, elle ne doit plus varier. Elle doit, voilà, elle doit être la même partout et équilibrée par les réactions de la paroi. Parce que voilà, la paroi va jouer un rôle voilà, sur ceux qui sont au pourtour de la paroi. Parce qu'on a des lois d'action, de réaction, la pression va agir sur la paroi, donc en fait, voilà. Donc partout, partout la pression doit être constante. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un endroit au sein du fluide qui fasse en sorte qu'il y en a une pression différente ou variable d'un côté. Voilà. Quand on dit système, c'est tout l'enceinte, tout le fluide qui doit être homogène partout. Mais ça, c'est difficile à voir. Donc, au niveau, c'est vrai, ça doit se faire au niveau microscopique pour avoir l'état d'équilibre, ouais. Mais heureusement qu'on a des variables macro et qui permettent de définir comment est-ce qu'on appelle ça, l'équilibre, hein, parce que le micro, on ne sait jamais dire si on a l'équilibre ou pas. Hein. Est-ce que tout est homogénéisé partout à pression identique, tout c'est constant partout? Vous ne saurez jamais dire ça. Voilà. Donc c'est plus le point de vue micro qui va nous référencer, mais c'est le point de vue macro, la pression, le volume, la température, etc., etc. Ce sont des grandeurs macro. Et c'est pas voilà, des grandeurs microscopiques telles que voilà, au niveau moléculaire. Hein. Voilà, ça je vais en reparler après. Bon, mais maintenant, on peut voir, ça c'est des équilibres mécaniques. Hein, équilibre mécanique. Je vous ai parlé de l'équilibre mécanique au niveau du solide, du gaz. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un équilibre thermique, un équilibre au sein d'un système. Bon, ça exige que toutes les parties du système soient à la même température, c'est-à-dire à température constante. Voilà, à température constante, la température partout la même. Bon, mais pour la température, c'est un peu spécifique, parce que je vais vous dire quelque chose. Bon, ça existe que toutes les parties du système soient à la même température. Soient à la même température. Mais on peut séparer, on peut avoir voilà, on peut avoir des séparations. Le système peut être on peut séparer. Hein. Là, si j'ai un système, voilà. Voilà. Et là, justement, je mets une paroi adiabatique, c'est-à-dire pas d'échange de chaleur. J'ai pas d'échange de chaleur. Adiabatique, ça veut dire que le delta Q vaut 0. Hein. Bon, idéalement, parce qu'on n'a jamais on n'a jamais ça. Voilà. Là, j'ai le système. Voilà, le système. Et c'est séparé, il y a une séparation qui fait en sorte que d'un côté, bon, les particules ne varient plus, on a une constante. Voilà. Mais là, ça varie en cours. On a une variation de température ici. On a une variation de température qui s'y produit, mais là, on a une variation de température qui est, voilà, on n'a plus de variation. Le T égale constante. Voilà, une variation de température nulle.
On n'a plus de variation de température. Mais on va dire que le système est en équilibre aussi. Pourquoi? Parce que on a séparé le point de vue. Hein. On a mis voilà, on dirait qu'une partie est en équilibre. Hein. Voilà. On a un sous-système, on a créé un sous-système quelque part. Le fait d'avoir mis une paroi adiabatique, on a créé un sous-système, et ce sous-système est en équilibre, pas l'autre. Ça, s'il y a des variations ici, on ne peut pas dire qu'il est en équilibre. Hein. Voilà. Voilà. Celui-ci sera considéré comme en équilibre, pas lui. Donc ça veut dire que le système a été décomposé en sous-systèmes. Voilà. Mais attention que je les ai considérés comme parfaitement adiabatiques, hein, ici. Delta Q égale 0. Donc ça veut dire que c'est idéalisé. Généralement, ça n'existe pas, ça. On a toujours des pertes. Voilà, donc voilà. Alors, je dirais maintenant, pour philosopher, on va philosopher un petit peu, parce que c'est vrai que on peut faire des petites philosophies avec ça, en se disant que là, j'ai un système, il évolue d'un état initial à un état final. Donc, je vais prendre un état initial, un I ou SI, peu importe. Le système, bon, il a évolué, puisque justement, bon, il n'est pas à l'état d'équilibre. Hein. Voilà, donc il a évolué. Une des variables, au minimum deux des variables ont vu leur grandeur varier. Donc là, j'ai un système. Là, j'ai le même système hein, ici, si ce n'est que là, on est arrivé en condition, en finalité, le système a évolué et là, on atteint l'équilibre. Voilà. Là, on est à l'état final, ben là, il ne bouge plus. Il bouge plus. Voilà. La transformation a eu lieu ici, de là à là. La transformation, voilà. Les variables, on est passé d'un état 1 à un état 2. Et là, on a subi une transformation de quel type? On ne sait pas. On ne sait pas dire, ça dépend des variables. Hein. Quel type voilà, qu'est-ce qui a bougé? Si on a fait varier la pression et que la température, voilà, on a maintenu, si je suis purement en thermodynamique et j'ai un gaz, bon, le système évolue, alors PV, on a PV, ben, on a fait une transformation de type isotherme, parce que la température est constante. Hein. Ben, vous remarquez que j'ai mis grand T ici, hein, parce qu'on est en température absolue, température thermodynamique, parce que je suis au niveau des gaz. Bon, dans les gaz, on utilise les températures absolues, et non pas, parce que sinon, commencer à ramener du plus et du moins dans voilà, dans des équations de gaz, bon, ça fait un peu étrange. Hein. Voilà, pour éviter voilà, de mettre du plus et du moins. La température absolue est magnifique hein, au niveau calorimétrique, parce qu'elle a induit calorimétrique, mais thermodynamique, thermodynamique, calorimétrie thermodynamique ou calorimétrie thermochimique. Parce que la calorimétrie thermodynamique ou calorimétrie chimique, la formule c'est delta Q est égal à N de Nestor fois la masse fois delta T, N étant le nombre de moles. Delta T étant Kelvin. Et voilà, c'est NC delta T. NC delta T. Voilà, NC, N de Nestor, ça veut dire que c'est le nombre de moles, fois le C qui est la chaleur molaire, qui est donnée en joules par mole et par Kelvin, fois la variation de température en Kelvin. Donc, ce qui veut dire que c'est très bien. C'est très bien. La température est donnée en Kelvin. Ça veut dire que ça, elle va pas influencer voilà, elle va pas influencer sur les conventions qui sont qui peuvent être positives ou négatives. Parce qu'ici, en plus de ça, vous mettez un signe qui vient contrecarrer les conventions voilà, d'enthalpie, d'entropie, de tout ce que vous voulez, de delta Q. Si vous mettez une température qui peut être aussi bien positive que négative, bon, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Quoi qu'on a une variation de température. Hein. Donc même si on devait mettre... voilà, mais en tout cas la température absolue est magnifique parce que bon, ça n'interfère pas au niveau des signes. Voilà. Quoique bon, c'est discutable au niveau de la calorimétrie parce que calorimétrie, c'est vrai que c'est une variation de température. Hein. Donc si vous faites... voilà, même si je devais mettre en degrés Celsius,
On va faire moins 5, moins 3, si c'est moins 5, moins 3. Un corps qui est à moins 5, moins 3. Moins 5, moins. Voilà, en fait, ça peut ça. Au niveau du signe, bon, disons que pour les gaz, je veux parler pour les gaz, hein, la température absolue ne va pas intervenir au niveau du signe. Donc on n'aura pas de signe plus ou moins. Voilà, donc on a une température Kelvin. Voilà. Oui, mais quand je parle que la température Kelvin en calorimétrie, ben, je ne pense pas forcément à la formule delta Q est égal à mc delta T. Je pense à toute la calorie, toute la thermodynamique. Hein. Je pense à toute la thermodynamique. Il ne faut pas que la variation de température en degrés Celsius, qui peut être positive ou négative, vienne à influencer sur une des conventions. Voilà. Alors pour ça, on fait en sorte dès le départ de prendre l'échelle Kelvin de telle manière à avoir que du positif. Dans du positif. On peut avoir du zéro, mais c'est rare. On n'étudie jamais en moins 273 degrés Celsius, moins 273,15, on n'étudie jamais. On ne prend jamais, bon, voilà, 0 Kelvin, on étudie toujours au-dessus de 0 Kelvin. Donc la température est positive. Donc ça n'influence pas le signe au niveau des pressions, au niveau voilà, des signes. Comme c'est strictement positif, on n'a pas une fois du moins, une fois du plus dans les calculs, c'est ça que je veux dire. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'une transformation où on fait varier PV et T constant, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, une transformation isotherme. C'est une transformation qui est dite isotherme. Maintenant, vous voulez faire varier PT, pression, température. Là, à ce moment-là, et que vous maintenez, voilà, le volume constant, ben, vous avez une transformation isocore. C'est une transformation isocore. Maintenant, s'il s'avérait que vous deviez faire, je ne sais pas ce qu'il est ici, hein, si je devais mettre ici P, V, T, ouais, je dis VT, la transformation VT, ben j'ai une transformation isobare à pression constante. Voilà, ça c'est à pression égale constante. Alors je pourrais étudier toutes sortes de transformations, hein, bon, voilà, isocore, isobare, isotherme, adiabatique. Je vous rappelle que adiabatique, c'est delta Q égale 0. Hein. C'est sans échange de chaleur. Bon, il peut étudier tout ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, bon, le système, les transformations, c'est pas ça qui ment. Maintenant, si tout varie, PVT varie, on a même le nombre de moles. On peut chercher le nombre de moles. Voilà. Là, on a une transformation des équations de gaz parfait. Bon, on peut avoir une transformation. Voilà, la loi de Boyle, loi de Mariotte, loi des gaz réels, loi des gaz de ce que vous voulez. Hein. Toutes sortes de lois des gaz. Hein. Vous voulez étudier la pression osmotique, il n'y a pas de problème d'un liquide. Attention que la pression osmotique, c'est pour un liquide, hein. C'est pas pour un gaz. Hein. Voilà. Pi V est égal à nRT, n'allez pas croire que c'est un gaz. Hein. Pi V, c'est voilà, une pression osmotique d'un liquide, d'une solution liquide. Hein. Voilà, bon, à ce moment-là, attention de ne pas confondre PV égale nRT et pi V qui se comporte comme voilà, comme la loi d'un gaz, alors que c'est un liquide. Pi V égale nRT, c'est une solution. Hein. Des solutions isotoniques, hypertoniques et hypotoniques, etc. Bon, voilà, Pi V égale RT, c'est la loi de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Van Toff, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas Van Toff, Pi V égale, je ne sais plus c'est qui. Je ne sais pas si c'est Van Toff, mais Van Toff, lui, il a une autre loi. Là, voilà, Van Toff a aussi sa propre, voilà, dans les équilibres chimiques, il intervient. Van Toff, mais bon, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a trouvé la loi de Pi V égale RT, la pression osmotique. Je ne me rappelle plus qui a trouvé ça. Voilà, je n'en sais plus. Je ne me rappelle plus, j'ai plus l'idée. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Bon, ben, on peut faire toutes sortes de transformations, et voilà, et ça, c'est ce qui veut dire que c'est une transformation qui aura lieu au cours du temps. Au cours du temps.
Alors, pour qu'un système subisse une transformation au cours du temps, il est nécessaire que les conditions d'équilibre ne soient pas satisfaites. Il ne faut pas qu'on ait un équilibre, puisque justement, il évolue. S'il évolue, c'est qu'il n'y a pas d'état d'équilibre. Il évolue, il n'y a pas d'état d'équilibre. Donc, s'il évolue, c'est que les conditions d'équilibre ne sont pas satisfaites. Voilà. Alors, si je reviens sur la notion de mécanique, voilà, comment on appelle ça, si je fais une transformation mécanique avec, enfin une transformation, si je fais un état d'équilibre mécanique, la résultante des forces s'exerçant sur le système est nulle si le système est en équilibre. Bon, maintenant, si le système n'est plus en équilibre, ça veut dire que le système n'est plus à l'équilibre, il n'est plus au repos, il n'est plus à l'arrêt, il n'est plus en absence de mouvement, mais il est en mouvement. Il est en mouvement. Bon. Et s'il est en mouvement, là, à ce moment-là, il y a un échange de travail entre le système et le milieu extérieur. Hein. Voilà, il y a un échange de travail, voilà, puisqu'il est en mouvement, il y a un échange de travail entre le système et dès le moment où il y a production de force, ben, il y a un échange de travail entre, parce que F égale F fois dl, F fois dl, vous connaissez la formule de travail, hein. Des moments où il y a des forces qui préexistent, ben c'est F fois dl. F, c'est le produit scalaire, le travail, vous comprenez. Si la somme des forces est différente de 0, ben ça veut dire qu'il y a une force, et si je multiplie F fois une longueur, voilà. Alors je vous rappelle que la longueur, là, comment j'écris le vecteur longueur? J'ai mis une base, hein, que je vais appeler U. Voilà, U. Voilà, si j'ai L fois U, voilà, L fois U, ben ça fait L, hein, ce vecteur-là. C'est comme ça que je crée le vecteur L. Le vecteur L, je le crée comme ça. Voilà, donc, si je fais F fois L, le produit scalaire, bien sûr, j'ai un travail. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, bon, là, si la résultante n'est pas nulle, on a une force différente de 0. Donc, fatalement, si on a une force différente de 0, on a la création d'un travail. Et donc, on a un échange de travail entre le milieu extérieur et le système. Puisque les forces sont différentes de 0. Bien sûr, quand je vous dis que la force est différente de 0, on n'est plus à l'équilibre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On n'est plus à l'équilibre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les états d'équilibre? Bon, voilà, je vous disais tout à l'heure que au niveau, c'est difficile d'aller voir au moindre endroit quand il y a un état d'équilibre. Hein, c'est pas le point de vue microscopique qui va vous faire dire que vous êtes comment est-ce qu'on appelle ça, dans un état d'équilibre, mais c'est le point de vue macroscopique qui va vous dire que vous êtes en équilibre, c'est-à-dire pression, volume, température, etc., qui va vous dire que vous êtes en équilibre. Alors, je définirais l'état d'équilibre, c'est un système se trouve dans un état d'équilibre si les variables, je dirais même plus, les paramètres qui définissent son état, ne varient pas au cours du temps. Simplement ça, donc c'est en fonction du temps. Si les variables, si vous voulez, intensives, voilà, les variables intensives, ce sont les variables qui ne dépendent pas de la quantité de matière, ont la même valeur dans toute l'étendue du système. Dans toute l'étendue du système, c'est-à-dire partout. Partout dans le système. Partout au sein du système. Voilà, on a une constante partout au sein du système. Même proche, si il y a une enceinte à paroi, même au niveau de la proximité de l'enceinte à paroi, bon, on dira que ça doit répondre à la définition d'équilibre, c'est-à-dire que les variables n'évoluent pas au cours du temps, c'est-à-dire qu'elles sont constantes. C'est-à-dire que le paramètre qui est variable est constant à ce moment-là. Le paramètre qui était variable est constant. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, on peut exiger la même température en tous les points, bien sûr, du corps, au sein de laquelle, voilà, il ne faut pas qu'il y ait un endroit. C'est pour ça qu'on met des agitateurs, je vous l'ai déjà expliqué. On met des agitateurs dans une solution pour que tout soit homogène.
Quand on fait une dissolution, il faut que tout soit homogène. Quand on fait, voilà, les agitateurs sont là pour rendre une homogénéité, une stabilité qui doit être voilà, partout dans toute l'étendue du corps. Liquide, gazeux, voilà, liquide, gazeux, c'est partout. C'est partout qu'on doit atteindre cette notion d'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on mélange correctement. On fait des bons mélanges. Il y a des agitateurs, des mélangeurs. On fait des mélangeurs pour que tout soit homogénéisé dans toute la solution. Si on veut dissoudre, si on veut créer une réaction chimique, voilà, il faut bien mélanger dans tous les cas de figure, partout, partout, partout. Il faut bien que le mélange se fasse partout. Imaginez 2 secondes une réaction chimique pour laquelle la réaction ne se fait qu'ici. La réaction ne se fait qu'ici. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Enfin, on a une zone comme ça, un peu bizarroïde. Voilà. Voilà, je crée une zone bizarroïde. Voilà. Voilà. La réaction, elle se fasse là. C'est une réaction là. Imaginez-vous, j'ai toute une étendue où la réaction ne se fait pas, elle se fait que là. Bon, vous n'allez pas me dire que c'est l'état d'équilibre. Il y a une partie qui n'a pas réagi. Tout ce qui est en blanc n'a pas réagi. Juste la partie en noir a réagi. Vous allez me dire que ça, c'est une solution qui est à l'équilibre? Non, je ne crois pas. Hein. Pour que ce soit à l'équilibre, il faut que vous ayez ceci. Voilà. Là, on est à l'équilibre. Tout répond, je veux dire, voilà, à l'absence de variation. Je veux dire, voilà, d'une variable quelconque, par exemple la température, le volume, la pression, peu importe. Je veux dire, voilà, même pression, tous les points. Même pression à tous les points, c'est un équilibre mécanique, je vous le dis tout de suite. Hein. Même pression à tous les points, c'est un équilibre mécanique. Même température, voilà, un équilibre thermique. Voilà. Alors, quand je prends au départ, voilà, je prends un système au départ, un système final au départ. Mettez-vous bien à l'esprit que cette situation initiale est un état d'équilibre. Hein. Que cette situation finale est un état d'équilibre. Qu'est-ce qui est transformation? Mais c'est le passage voilà, le passage du système initial vers le système final. C'est à ce moment-là qu'on a la transformation. Voilà, je vais appeler T la transformation. J'ai la transformation, mais le système initial, c'est un système d'équilibre. Hein. Voilà. Donc on admet d'une manière générale que l'état initial et l'état final des transformations sont des états d'équilibre. Parce que justement, en situation initiale, il y a des variables qui sont, on va dire, elles ont une valeur constante au départ. C'est des variables qui vont évoluer, d'accord, mais au départ, on les considère comme étant constantes. C'est des paramètres qui sont pris comme constants. On a une photographie, à un moment donné, de la situation initiale qui nous donne des valeurs qui sont dans un état d'équilibre. La situation finale, c'est pareil. Bon, c'est une photographie qui nous donne un état d'équilibre de la situation finale. Bon, entre-temps, il y a eu un temps de transformation. Il y a eu tout un temps de transformation, mais il y a aussi les variables qui ont évolué pour arriver de la situation initiale à la situation finale. Donc la transformation, c'est tout le cours du temps pour lequel on passe de la situation initiale à la situation finale, c'est-à-dire d'un état d'équilibre à un autre. On passe d'un état d'équilibre du système initial à un système final qui est un état d'équilibre. On passe d'un état d'équilibre à un autre. Donc ce qui n'est pas équilibre, c'est une transformation. Voilà. Donc voilà. Bon, ben, pour le système initial, on peut nuancer. Bon, on peut nuancer l'état d'équilibre. Mais la finalité est au moins un état d'équilibre. Bon, un état d'équilibre constaté au niveau macroscopique n'exclut pas l'existence de transformations s'effectuant au niveau microscopique. Voilà. Un état d'équilibre constaté au niveau macro n'exclut pas l'existence de transformations s'effectuant au niveau micro. Donc on peut avoir un point de vue macroscopique qui fait référence à un état d'équilibre, mais en vérité, au niveau microscopique, il n'est pas en équilibre. Voilà. On peut avoir un. Voilà.
Parce que généralement, qu'est-ce qui va dire qu'on a un état d'équilibre? Ce sont les points de vue macroscopiques, mais rien ne fait dire qu'au niveau micro, on est au niveau à l'équilibre. Peut-être qu'on l'est, peut-être qu'on ne l'est pas. Mais si on n'est pas, on est dans un point de vue stationnaire. On a un équilibre, ce qu'on appelle un équilibre stationnaire. Ça veut dire qu'il est vrai qu'il est les variables macroscopiques nous font dire qu'on a bien ce qu'on appelle un équilibre, mais qu'en vérité, au sein même du système, au niveau microscopique, il n'y a pas d'équilibre, l'équilibre n'est pas atteint. Voilà. C'est ce qu'on appelle un équilibre stationnaire. En fait, c'est un équilibre apparent. Hein. Voilà, c'est un équilibre apparent. En fait, on pourrait dire que c'est un équilibre apparent qui résulte d'une compensation exacte entre les effets de deux transformations inverses l'une de l'autre, s'effectuant à la même vitesse. Hein. Par exemple, l'équilibre liquide-gaz, les équilibres chimiques comme l'estérification. Voilà, je vous ai parlé que bon, les réactions d'estérification, c'est une notion de vitesse. Hein. Voilà, la réaction, on a une vitesse comme ceci, avec les constantes de vitesse, bien sûr. Voilà, on a les vitesses avec les constantes de vitesse dans l'autre sens. Voilà, on a la réaction, dans un sens, on a une réaction, et puis dans l'autre, on a une autre réaction. Au niveau d'estérification, voilà, on a les constantes qui interviennent. Et qu'est-ce qui va faire donner la constante de la réaction? C'est à cause d'une vitesse qui va dans un sens. Là, on a une constante de vitesse, K'. Là, on a une constante de vitesse K seconde. Donc, on a une constante de vitesse dans un sens, au niveau cinétique de la réaction d'estérification, et on a une constante de vitesse dans l'autre sens. Voilà, et quand on fait le rapport de vitesse, ben, on a une constante, bon, qui est justement, que ça va donner la constante, comment ça s'appelle ça, la constante de réaction. La constante de la réaction, voilà, que vous connaissez tous en chimie, parce qu'en fait, ceux qui font de la chimie, bon, ils jouent avec les constantes, hein, les constantes voilà, les constantes chimiques. Voilà, quand vous avez une réaction, vous avez toujours une constante d'équilibre. C'est ça que c'est, comme ça qu'on appelle ça, une constante d'équilibre. On a une constante d'équilibre. Et donc la constante d'équilibre constitue un équilibre stationnaire. C'est un équilibre qui est apparent et qui résulte d'une compensation exacte entre les effets de deux transformations, inverses l'une de l'autre. On a bien une transformation inverse l'une de l'autre. Et ça se compense. On a une vitesse dans un sens, on a une vitesse dans l'autre, on a une vitesse dans un sens, une vitesse dans l'autre, et ça se compense pour donner la constante d'équilibre. Là, à ce moment-là, dans cet équilibre-là, on a, si vous voulez, un équilibre stationnaire, si vous voulez. On a un équilibre stationnaire. On a une compensation de grandeur vitesse ici, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre sens. On n'a pas que ça dans les équilibres chimiques, hein, comme l'estérification ou autre. Dans toutes les réactions, il y a une constante d'équilibre, on a ça. Hein. Voilà. Voilà. Et aussi, on retrouve ça aussi dans les équilibres liquide-gaz. Les équilibres liquide-gaz. Voilà, avec les études des vapeurs. Les études des vapeurs. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais au départ, on peut comprendre, hein, je veux dire, ces notions d'équilibre. Donc, les mots équilibre, état d'équilibre, ou réaction équilibrée. Réaction équilibrée, c'est quand bon, la réaction, la constante d'équilibre fixe, je veux dire, voilà, elle fixe, la constante d'équilibre fixe la finalité, la situation finale hein, de la réaction. Hein. Elle fixe la situation finale de la réaction via la constante d'équilibre. On a une situation initiale, mais la situation finale est fixée par voilà, une constante d'équilibre qui va déterminer les paramètres en situation finale. Donc on aura une réaction équilibrée quand on aura une réaction qui est non totale.
Voilà, parce que quand elle est totale, la réaction a été consommée complètement. Là, on a une flèche comme ceci. On peut avoir plusieurs types de flèches. Hein. On peut avoir une flèche comme ceci. Voilà, je vais mettre une petite réaction. A, mol de A, du constituant A, plus B mol de B. Va donner, par exemple, C mol de C. C mol de C. Voilà. Et une réaction totale, ben, ça veut dire que tout va être consommé. Hein. Les réactifs. Ouais, il ne faut pas que je me trompe, parce qu'une fois j'ai fait une vidéo, je me suis complètement trompé avec les réactifs et les produits. Donc ici, il ne faut pas que je raconte des bêtises, parce que généralement, moi, je prends comme point de vue le produit. Quand je dis produit, pour moi, c'est un produit que j'utilise. Voilà, un produit que je vais utiliser. C'est ça que ça veut dire. Bon, mais le produit, c'est le résultat de la réaction. Le produit, il est là. Parce qu'une fois, j'ai fait une vidéo, je me suis complètement trompé, mais voilà, j'ai été dire que voilà, les réactifs, ils sont là. C'est ce qui vont réagir. Les réactifs, ils vont réagir. Ils vont donner le produit. J'espère que je ne me trompe pas, parce que chaque fois, je me trompe à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que j'ai donné des explications en disant que ça, c'était le réactif, et ça, c'était les produits. Mais moi, j'avais dans mon esprit que j'utilisais des produits, c'est ça. J'utilisais des produits de base, dans le sens, le mot produit était le mot premier d'utilisation de produits qu'on utilise, qu'on pourrait utiliser pour, voilà, à n'importe quel moment, on utilise des produits, on les fait réagir des produits. Mais non, c'est vrai qu'en chimie, il faut respecter la dénomination. Le produit, c'est le résultat de la réaction. Voilà, voilà. Mais ici, la réaction, elle est totale. Elle est totale. Ça veut dire que en finalité, il n'y aura plus de A ni de B. Tout se sera transformé en C. Il n'y aura plus de A de B. Par contre, il existe des réactions qui sont non totales, qui sont des réactions équilibrées. Donc j'aurai A plus B, B va me donner, voilà, et là on met une double flèche. Alors tout dépend de la double flèche. La double flèche, mais la double flèche, soit on la met comme ceci, en ne se souciant pas de qui va rester plus, voilà, en écrivant ceci, ben, ça c'est une réaction équilibrée, non totale. Voilà. C'est-à-dire que dans la réaction, on va retrouver du C, du A, B, C. On va retrouver des éléments A, parce qu'en fait, elle est réversible cette réaction. Hein. Bon, on aura aussi bien de A, B qui vont fabriquer du C, mais voilà, il y a du A et B qui vont rester. Donc on va retrouver dans la réaction du A, du B et du C. Mais maintenant, tout dépend de voilà, de la quantité qu'on va retrouver de A, de B et de C. Voilà, si on retrouve beaucoup de A, B par rapport à C, ça veut dire qu'on a plus, la réaction est plus tournée dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc à ce moment, on fera comme ceci, pour dire qu'on a plus que de A et de B. Et inversement, si on a plus de C, à ce moment, bon, on a plus de C, vous comprendrez que si on a plus de C, ouais, ici j'ai raté mon coup, mais voilà, si on a plus de C, on a ça. Et moins de AB, ben, on aura ceci. Là. Les réactions, ça, tous ces trois-là, ce sont des réactions non totales. Voilà, ces trois-là, ce sont des réactions non totales, alors que l'autre, c'est une réaction totale. Voilà, donc les réactions non totales sont des réactions réversibles, elles se font dans les deux sens. Hein. Alors que la réaction totale se fait dans un seul sens. Voilà, de A à B va fabriquer complètement du C. On aura du C. Il ne restera plus un fifrelin de A et de B. Voilà. Et donc les réactions équilibrées, ben, c'est les réactions que vous avez ici. Et là, on a une constante d'équilibre. Hein. On a une constante d'équilibre hein, on aura une situation finale en fonction de la constante d'équilibre. Donc, je vous dis que les mots équilibre, état d'équilibre ou réaction équilibrée peuvent être compris de plusieurs façons, et le sens dans lequel on les emploie à propos de l'équilibre chimique doit être clairement défini. Bon, quand on parle généralement d'état d'équilibre, on ajoute généralement le vocable parfois stable. On est en stabilité chimique, stabilité physique. Voilà, ça s'est stabilisé. La réaction s'est stabilisée. Voilà. Elle s'est stabilisée quand on atteint. Voilà, si je prends une réaction chimique, si elle est non totale, ben on fait toujours un tableau
Voilà, vous ferez un tableau, toujours, avec l'état initial, toujours, des réactifs, état initial, et l'état final. Voilà, et l'état final ne va pas être consommé totalement, parce que justement, vous avez une réaction non totale. On a une réaction équilibrée. J'ai une réaction équilibrée. On peut calculer, ça je ferai. Les équilibres chimiques, ça je le verrai. Hein. Je vous montrerai combien de moles il va rester en finalité. Hein. Il va rester en combien de moles en finalité. Je vous le dirai. J'ai vu déjà en partie, mais je vous montrerai comment on fait tout ça. Quel que soit le type de réaction. Je vous montrerai plusieurs types de réactions au niveau des équilibres chimiques. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, de manière générale, un état d'équilibre, qu'on ajoute parfois le vocable stable ou le mot stable, est caractérisé par l'absence de toute modification au cours du temps. Donc c'est une histoire d'évolution temporelle. Donc on a ce qu'on appelle l'égalité de variables intensives en tout point du système et le minimum d'une fonction potentielle. Une fonction potentielle que je vais appeler delta G. Voilà, la fonction potentielle, c'est l'enthalpie, ouais, delta, je l'écris comme ça. C'est l'enthalpie de Gibbs. Delta G. Enthalpie de Gibbs. Delta G. Je vais vous en parler, hein, mais juste, je voulais rajouter un mot là-dessus. Donc, la définition que je viens de vous dire, que un état d'équilibre, donc quand on a la stabilité, est caractérisé par l'absence de toute modification au cours du temps, l'égalité des variables intensives en tout point du système et le minimum d'une fonction potentielle. Bon. Le minimum, je vous le rappelle, il est en zéro. Hein. La fonction potentielle, le minimum, il est en zéro. Voilà. Quand on a... oui, je mettrai G égale 0. Ben, je vais laisser delta G. Je vais laisser delta G. Voilà. Bon, donc, ça vaut la peine que je mette... voilà. Pour un équilibre chimique, alors, on dira qu'on a un équilibre chimique par l'absence de toute modification, bien sûr, au cours du temps. C'est-à-dire que le système n'évolue pas. Hein, le système, c'est ça que ça veut dire. Hein, voilà. Voilà, toute modification au cours du temps. L'égalité des variables intensives. Les variables n'évoluent plus et en plus de ça, elles sont constantes en tout endroit. Hein, en tout endroit de la solution, par exemple, en tout point du système. En tout endroit du système, en tout point du système. Voilà, en tout point du système. Et le minimum d'une fonction potentielle. Donc là, je me ramène avec ceci. Delta G négatif. Je vais en parler de ça, hein, je vais revenir sur ça. Donc là j'ai la définition toute pure et simple de ce qu'on appelle voilà, un état d'équilibre, une stabilité chimique dans ce cas-ci. L'absence de toute modification au cours du temps. Voilà, de toute modification. Donc il n'y a pas de modification, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution. Là on est un élément figé, tout est figé. Voilà. Ça c'est une première chose. Ensuite, l'égalité des variables intensives en tout point du système. Pression la même partout, même près des parois, température la même partout, même près des parois, partout. Donc on se concentre sur une vue d'esprit, qu'on a une homogénéité au sein de la solution. Et pour ça, il faut apporter les conditions d'homogénéité au travers de, par exemple, un agitateur qui va rendre les choses homogènes partout. On va agiter la solution
pour que ce soit homogène partout. Donc l'état d'équilibre nécessite, je veux dire, un agitateur d'office. Et surtout ce delta G là, qui est égal à 0. Mais ça, je vais vous en parler. C'est la fonction de Gibbs. Voilà, je vais vous en parler. Bon, mais la définition là, elle s'applique aussi bien à un système physique, une bille au fond d'une cuvette par exemple, un gaz occupant tout le volume qui lui est offert avec une pression constante, une pression uniforme, qu'à un système chimique. Elle est valable pour un système physique qu'un système chimique. Ouais. Voilà. Alors si je prends une équation la plus simple, j'aime bien prendre des équations, je veux dire, relatives à l'eau, parce que bon, vraiment, on se ramène toujours à l'eau, hein, je sais pas pourquoi, on fait des études, quand on fait des études de calorimétrie, on fait d'abord des études calorimétriques sur l'eau, et puis on se base sur d'autres éléments, hein, autres que l'eau. On fait des études sur la molécule d'eau, c'est le plus simple, d'abord l'H2O, l'O2, et puis l'H2O, enfin l'H2, puis l'O2, puis l'H2O, on étudie toutes ces molécules-là, parce qu'on peut bien les comprendre, et puis on essaie de comprendre les autres. On se ramène à l'eau pour voir la densité d'un liquide, on se ramène à l'air pour voir la densité d'un gaz. Voilà, donc, mais l'eau, c'est vrai que l'air, bon, c'est pas le gaz, mais c'est pour vous dire que, généralement, en principe, l'eau, dans les cas d'études, c'est d'abord l'eau et après autre chose. Mais ici, je peux vous dire que je peux vous prendre un exemple qui est justement les cas les plus simples qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on étudie au départ? L'H2. Et puis on étudie quoi? L'O2, l'oxygène. Mais si je rassemble les deux, l'oxygène et l'O2, mais justement, on a quoi? Là, on a de l'eau, 2H2O. Voilà. Parce que l'eau, il y a différents types d'eau. Hein. Il y a les eaux, tout d'abord minéralisées, qui contiennent en concentration des minéraux. Il y a l'eau pure, H2O, il y a le deutérium, il y a l'eau lourde. L'eau lourde, il y a le peroxyde. Voilà, il y a différents types d'eau. Voilà. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a fait? H2 plus O2, ben, c'est une combustion de l'eau. De l'oxygène, je m'excuse. Ouais, on a fait, voilà, on a mis en combustion, une réaction de combustion, de l'hydrogène. On a mis en hydrogène, on a fait brûler l'hydrogène en présence d'oxygène pour obtenir de l'eau. Et là, on parvient à un état final dans lequel il ne se passe plus rien, et qui est un état d'équilibre stable. Voilà. Mais cette forme d'équilibre-là, elle n'est pas tout à fait la même que celle que je vous expliquais. La stabilité de cette réaction, on va dire, c'est pas tout à fait... elle est d'une autre nature, on va dire. Ça, c'est d'une autre nature. La réaction de combustion, la stabilité de la réaction d'une combustion est d'une autre nature. Donc j'ai pris un mauvais exemple. Ça, je vais l'enlever. C'est un équilibre d'une autre nature. Voilà, ça je l'enlève. Je m'excuse. Bon, j'ai voulu aller un peu trop loin, mais voilà. Alors, parlons du delta G. Bon, tout d'abord, je vous avais montré dans une vidéo qu'on avait la fameuse fonction de Gibbs. G, la fonction G, qui est le potentiel qui répond, G est égal à H. Il faut faire attention, parfois on se trompe souvent. Bon, c'est H moins TS. C'est H moins TS. On peut pas mettre TS moins H. Voilà, parce que beaucoup de gens se trompent là-dessus. Bon, il faut l'inverse. Voilà, c'est H moins TS. HTS. Voilà. Ceci étant dit, bon, je peux écrire delta H, delta G. Est égal à delta H moins T delta S. Voilà. Alors là, on a des grandeurs thermodynamiques, hein, purement thermodynamiques. Et on retrouve le potentiel thermodynamique à pression et à température constante. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la consulter. J'ai tout expliqué là-dedans. Bon, elle prend 1 heure. Vous avez toutes les explications nécessaires
tout ce que vous voulez là-dedans. Mais en tout cas, on a le potentiel thermodynamique à pression à température constante. Allez voir pourquoi c'est à pression et température constante. Je ne vais pas faire une vidéo qui va redémontrer tout ça. Ça me prendrait énormément de temps pour vous montrer ça. Mais voilà, donc ici, ça a été fait. La vidéo a été faite. Allez la consulter. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On a une fonction qui est une variable d'état. Une variable d'état qui fait intervenir deux autres variables d'état qui sont l'enthalpie et l'entropie. Voilà. Bon, bien sûr, il y a une température au travers de... Voilà, on a à pression constante. Hein. Voilà. On a à pression constante. Et bien sûr, à température constante. Ce qui veut dire qu'ici, ça, c'est une constante. Hein. Alors, le delta G réuni, si je bannis ceci, la température, on s'en fout de ça. Dans un premier temps, on s'en fout. Je ne veux pas discuter sur la température. Je peux discuter sur la température dans le contexte de la variation de Gibbs, la variation voilà, de la fonction potentielle. Mais je m'intéressais à ceci. Delta H, delta G réunit deux variables d'état qui sont delta H et delta S. Delta H et delta S. Bon. Cette delta H, c'est la variation d'enthalpie, et delta S, qui est la variation d'entropie. Voilà. Alors, bon, il y en a un qui étudie, bon, le delta H, bon, vous comprendrez que c'est relié delta Q. S'il n'y a pas d'autres effets que uniquement la chaleur, on peut dire que le delta H est voilà, c'est l'opposé de delta Q. Donc quand vous faites MC delta T, voilà, je suis en train d'étudier justement la calorimétrie. Quand j'écris delta Q est égal à M, calorimétrie physique, hein, bien sûr, MC delta T, si la variation de température est positive, ben, delta Q est positif. Ce qui veut dire que l'enthalpie est négative. Donc la variation d'enthalpie, de température qui augmente, ça veut dire quoi? Ben, la chaleur a augmenté dans le système. Ça veut dire qu'on a un effet, on a une transformation exothermique. Donc, l'enthalpie étant l'opposé de la variation de delta Q, mais si delta Q est positif, donc delta H est négatif. Delta H négatif, c'est exothermique. Et delta H positif, c'est endothermique. Donc, le delta H permet de dire si on a une transformation au niveau calorimétrique. Si elle est, bien sûr, il n'y a rien d'autre que de la chaleur ici. Hein. Moi, j'ai pas pris de la pression. Moi, j'ai pas de variation de pression Nico Caisse. Hein. J'ai pris que voilà delta Q, que du delta Q. Je suis en calorimétrie pure. Il n'y a pas de variation de pression là-dedans. Je suis en calorimétrie pure, donc je ne traite que les chaleurs. Donc en calorimétrie pure, delta H négatif, ça veut dire on a de l'exothermique. Exo. Voilà. Donc ce qui veut dire que le delta H me permet de dire si on est exothermique ou endothermique. Bon, ça c'est déjà une chose. Le delta S, la variation d'entropie, ben, lui il étudie la spontanéité voilà, d'un système, s'il est spontané ou pas. Voilà. Alors, un delta G négatif, on peut avoir trois cas de figure. Le delta G fait intervenir le delta H et le 2. Voilà. On peut avoir trois cas de figure. Delta G négatif, delta G positif et delta G nul. Alors, je peux vous dire directement que le delta G égale 0, ben, c'est l'état d'équilibre. On arrive à un état d'équilibre. Donc, l'enthalpie libre du système ne varie pas. Voilà, et la transformation est inversible. Et le système est dans un état d'équilibre. Il n'a pas tendance à évoluer, si vous voulez. Voilà, là, on a bien l'état d'équilibre. Quand est-ce qu'on a l'état d'équilibre? Quand delta G... Donc ça fait partie de la définition. Delta G égale 0, c'est un état d'équilibre. Donc on l'intègre dans la définition, puisque comment sait-on qu'on a une transformation qui est à l'équilibre via les variables d'état? Ben, via une fonction de Gibbs, c'est delta G. Hein, delta G égale 0, on a un état d'équilibre. Donc je peux l'insérer dans la définition d'équilibre. Hein. Bon, maintenant vous allez me dire delta G négatif, on s'en fout de ça ici. Parce que ça, c'est quand on a une enthalpie libre du système qui diminue au cours de la transformation, et celle-ci peut se réaliser spontanément.
spontanément, parce que pourquoi delta G est négatif? Voilà, elle peut se réaliser spontanément. Et si delta G est positif, l'enthalpie libre du système augmente au cours de la transformation, et celle-ci ne peut se réaliser spontanément. Donc delta G négatif, la transformation peut se réaliser spontanément. Delta G positif, elle ne peut pas se réaliser spontanément. Delta G égale 0, ben on a équilibre. Voilà, les trois cas de figure. Donc, la valeur de delta G est donc à la fois un critère d'évolution et un critère d'état d'équilibre. Hein. Voilà, c'est un critère d'évolution. Soit évolution, elle peut se réaliser spontanément ou pas, suivant que delta G est négatif ou positif. Ou si delta G est nul, ben, on a l'état d'équilibre. Donc c'est bien, la valeur de delta G est donc à la fois un critère d'évolution et un critère d'état d'équilibre. Voilà. Voilà, et je pourrais étudier séparément l'état d'équilibre. Hein. Si delta G égale 0, ben, on peut encore avoir des cas de figure. Hein. On a 4 cas possibles si delta G égale 0. Hein. On peut avoir 4 cas possibles. Hein. Si delta, bon, si lui il est nul, delta G égale 0. Si j'étudie les états d'équilibre, bon, j'ai 4 cas de figure. Hein. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va alourdir ma vidéo, mais je vais vous montrer en gros. Pour ça, il faut que j'efface le tableau. Je pourrais à l'occasion le faire dans une vidéo. Mais c'est pour vous dire que si le delta G égale 0, donc on a dit que delta G c'est égal à la variation d'enthalpie. Donc delta G c'est la variation de potentiel, voilà, potentiel thermodynamique qui est égal à la variation d'enthalpie moins la température constante qui était, et la pression aussi constante, je vous le dis tout de suite, fois delta S. Bon, alors on a si delta G vaut 0, ben, on peut faire l'étude de 4 cas de figure hein, par rapport à delta H et delta S. Soit delta H est négatif et delta S est positif, delta H est positif, delta S est négatif, et bon, les deux autres cas de figure bon, qui peuvent encore se mettre. Voilà. Bon, delta H positif, delta S positif et delta H négatif et delta S négatif, bon, les 4 cas de figure. Voilà. Alors bon, je vais vous prendre un cas de figure, bon, je n'irai pas au-delà parce que le but c'est pas de décortiquer tout ça. Delta H moins T delta S. Je prends un des cas de figure. Un des cas, on peut dire que si on a équilibre, on ne peut pas avoir delta H négatif, hein, attends, là, et delta S positif. Voilà. Bon, delta H négatif, ben, la transformation est exothermique. Hein. Voilà, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moins delta H, quand delta H est négatif, c'est exothermique. Hein, et delta H positif, c'est endothermique. La transformation est exothermique. Donc ça veut dire qu'il fournit de la chaleur au milieu extérieur et dont l'entropie augmente. Hein. Delta S c'est positif, dont l'entropie augmente. Donc l'entropie du système augmente également, en même temps qu'on a une transformation exothermique. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tous les facteurs sont favorables. Delta G ne peut être que négatif, quelle que soit la température. Voilà. Quelle que soit la température, delta G ne peut être que négatif. Donc voilà. Oui, ici attention que oui, ici je raconte peut-être une bêtise. C'est pas forcément l'état d'équilibre ça. Oui, c'est un cas décortiqué qui n'est pas forcément l'état d'équilibre. Hein. Si je fais ça,
Oui, donc le delta H sera négatif. Hein. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai delta S qui est positif. Je vous ai pris un cas de figure delta S positif. Je vous ai pris un cas de figure delta H négatif. Mais le positif là, je lui oppose un moins. Donc j'ai du négatif avec du négatif. Ben, la valeur totale est négative. Donc c'est vrai qu'ici, c'est pas valable pour forcément delta G égale 0. Hein. On n'est pas, c'est pas forcément. Ce que je vous dis là, c'est les quatre cas de figure ne sont pas valables pour sont valables dans les cas généraux. Delta G peut être positif, négatif ou nul, voilà, peu importe. Voilà, donc je m'excuse ici, je me suis juste trompé en vous disant que bon, j'allais décortiquer par rapport à une situation d'équilibre, mais c'est pas le cas parce que c'est vrai que j'ai quatre situations, mais c'est pas forcément l'état d'équilibre. Voilà. Voilà. De toute façon, j'étudierai ces quatre figures-là hein, de la fonction de Gibbs, parce que bon, je parlerai des évolutions, de la spontanéité, de l'évolution des réactions, spontanéité ou pas. Je parlerai de tout ça un jour ou l'autre. Voilà, donc ici, le delta G, c'est pas, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit, c'est pas quand on est à l'équilibre. C'est pas quand on est à l'équilibre, parce qu'en fait, ici, je me rends compte que delta G est négatif, et voilà. Et le delta G ne peut être que négatif ici, parce que bon, delta H est négatif, moins T, bon, c'est la température absolue qui est positive, delta S étant, je l'ai pris comme étant positif, donc delta H négatif, il est exo, on a ici une transformation exothermique, avec une variation delta S qui augmente, une variation d'entropie qui augmente, c'est-à-dire que voilà, l'entropie augmente, on a une spontanéité, en même temps qu'on a une spontanéité, on a une réaction exothermique. Et une réaction exothermique plus la spontanéité, mais ce sont des facteurs qui sont très favorables, et donc fatalement le delta G ne peut être que négatif. Vers négatif. Pourquoi négatif? Ouais, il faut comprendre ça aussi. Négatif, justement, c'est pour ça que je vous racontais une bêtise tout à l'heure. Il peut être que négatif, le delta G, on a une décroissance qui va tendre vers euh, le delta G égale 0. Hein. Voilà. Delta G égale 0, c'est la spontanéité. Hein. Voilà. Après, ça fait ça. Mais là, le delta G diminue. Peut-être pour aller vers l'état d'équilibre, qui est delta G égale 0, le delta G ne peut que diminuer. Voilà. Donc là, à ce moment-là, vous voyez bien que les facteurs ici, delta H et delta S, voilà, sont favorables pour avoir un delta G qui va tendre vers l'équilibre, vers un état d'équilibre. Ils sont favorables pour aller vers un état d'équilibre. Voilà, ils sont favorables pour aller vers un état d'équilibre. Donc le delta G négatif, voilà, c'est bien. De toute façon, je te dirai ça dans une vidéo. Je vous expliquerai tout en détail de tout ça. Mais maintenant, c'est vrai que les 4 cas de figure, c'est pas forcément pour delta G égale 0. J'ai raconté une bêtise là. Mais j'ai rectifié par rapport à ma bêtise que j'ai racontée. Voilà. Mais sachez que bon, j'ai 4 cas de figure, je les étudierai. Voilà. Mais maintenant, dans la définition de, comment on appelle ça, maintenant revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'un état d'équilibre? Eh bien, un état d'équilibre, c'est quand on a delta G égale 0. D'abord et avant tout. C'est quand la variation de la fonction potentielle vaut 0. Delta G, voilà, égale 0. C'est quand le système n'évolue plus en fonction du temps. Système figé. Le système est figé. Il n'y a plus de paramètres qui varient. Figé au cours du temps. Voilà. Et ça, bien sûr, il faut que toutes les variables qui sont les variables intensives du système ne varient plus, je veux dire, en tout point, voilà, au sein du système. Hein, en tout point du système. Valable, je veux dire, système figé, on va dire, je vais marquer ici, en tout point, en tout point du système. En tout point du système. Voilà, ceci va terminer ma vidéo. Et je vous remercie pour cette vidéo. Je vous remercie.